bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à être connectés ce matin. Et en tant que directeur général délégué de One Waste Play, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, nous avons souhaité aujourd'hui organiser un événement autour de la thématique de la digitalisation de la distribution des fonds, ou voir comment améliorer la relation entre producteurs et distributeurs de fonds. Nous avons globalement 1 heure à passer ensemble jusqu'à 10 heures. Et nous aurons pendant la première demi-heure, une table ronde que j'aurai le plaisir de co-animer avec Pascal Koenig, président fondateur d'Insight AM. Nous avons réuni autour de la table des représentants de sociétés de gestion, d'une société de gestion et d'un cabinet de CGP pour nous parler des principaux enjeux de la relation entre producteurs et distributeurs et comment optimiser la distribution des fonds. Ensuite, dans un deuxième temps, nous vous apporterons des éclairages, des réponses concrètes sur la gestion du passif, sur le marketing digital des produits. Ou, en d'autres termes, comment reprendre la main sur la distribution externe de vos produits. Et puis, comment optimiser la relation entre société de gestion et distributeurs. Enfin, dans les 10 dernières minutes, on prendra quelques-unes des questions que vous aurez pu nous poser tout au long de la présentation. Vous avez, je crois, une application dans le cadre de cette présentation pour les saisir. On y reviendra à la fin. Alors, démarrons tout de suite par notre table ronde. Les principaux enjeux de la distribution des produits. Comment optimiser la relation entre producteurs et distributeurs de fonds. Eh bien, bonjour Pascal. Peut-être peux-tu nous dire un mot sur Insight AM et puis également sur l'organisation de notre table ronde ce matin. Oula, ça fait déjà un vaste programme. En tout cas, bonjour Maxime, bonjour à notre auditoire. Ravi d'être avec vous ce jour et merci à One Waste Place de m'avoir convié à ce rendez-vous. Pour répondre à votre première question, quelques éléments sur Insight AM. Alors, Insight AM, c'est une modeste entreprise qui se veut un endroit de réflexion et d'analyse. Il s'adresse prioritairement aux producteurs de produits financiers qui souhaitent mieux appréhender les attentes des distributeurs, des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients finaux, notamment par le biais d'études et d'analyses des marchés qu'ils souhaitent cibler. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir autour de cette table 2 professionnels de très, très, très haut niveau, puisque ça, vous allez sûrement les reconnaître dès que je vais pouvoir vous les présenter. Alors, je dis 2 parce que, et nous en sommes désolés, Bertrand Merveille, qui devait être avec nous ce matin, a subi en urgence cette semaine une petite intervention chirurgicale, mais qu'il contraint fortement son élocution. Donc, jusqu'au dernier moment, il a testé ses capacités, mais a dû, in fine, renoncer et se désister. Donc, j'en profite à nouveau, parce que je sais qu'il nous écoute, pour lui renouveler tous mes souhaits de prompt rétablissement. Et je pense que nous tous, nous pourrons partager ce souhait. Bon, les invités, alors, qui vont sûrement être capables de relever le gant, même s'ils sont moins nombreux que prévu. Donc, à ma droite, puisque c'est plus facile à la droite pour un droitier, je souhaite vous présenter Cédric Marc, que vous connaissez sûrement tous, donc, qui est l'associé gérant du cabinet parisien bien connu 3AO Patrimoine. Et puis, à la gauche de Maxime, vous avez Jean-François Barallon, qui est le directeur général de Dorval Asset Management, qui est le gérant de Conviction Action du groupe Natexis Investment Management. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, j'ai le rôle ingrat de faire une petite présentation de cette table ronde. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, donc quelques mots d'introduction qui visent en fait à présenter un petit peu l'objectif de cet événement. Donc, c'est un partage d'expérience qu'on va essayer de vivre ensemble, en essayant d'illustrer tout ça par les pistes d'amélioration qu'on cherche à trouver dans la relation producteur-distributeur. Alors, je vais vous citer, bien évidemment, très rapidement, parce qu'il ne faut pas que je monopolise l'auditoire. Côté distributeur, on se heurte toujours à quelques difficultés au quotidien. Je ne trahirai aucun secret en disant qu'on doit analyser un scope large de produits et d'enveloppes au quotidien. On doit optimiser le temps passé à la collecte des informations,
afin de privilégier bien sûr l'écoute et la compréhension du besoin client. Et puis, on doit avoir une appréhension juste des enjeux macroéconomiques et des évolutions boursières. Côté producteur, effectivement, on doit avoir une juste compréhension des attentes des distributeurs en termes de support, de services et d'accompagnement. On doit faire une identification assez fine des signaux faibles, des évolutions en matière de typologie de produits. Et puis, doit être à l'écoute des distributeurs pour un recours, le cas échéant, à des outils digitaux pour accompagner effectivement leur développement. Alors, une fois ceci dit, plutôt, on va demander à Cédric, qui est le mieux placé quand même pour nous en parler, de nous raconter son quotidien. Alors, j'ai une question, mais qui est un peu longue, Cédric, j'en suis désolé, hein, puisque c'est une question, mais qui est triple, en fait. Donc, je vais la lister dans son ensemble. Alors, Cédric, pouvez-vous nous décrire les difficultés quotidiennes que vous rencontrez pour capter une information pertinente de la part de vos fournisseurs? Comment faites-vous pour la prioriser, la synthétiser, tout en conservant l'essentiel de votre temps à l'écoute du conseil de vos clients? Et puis, quelles sont les informations qui vous sont indispensables sur les produits et sur la situation économique et boursière? Bon, eh bien, vaste programme. un vaste programme, effectivement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Déjà, avant de tenter de parler de problématiques, j'aimerais bien vous expliquer très succinctement quel est notre métier de gestionnaire de patrimoine. Alors, un gestionnaire de patrimoine, c'est celui qui doit analyser une masse colossale d'informations, juridiques, fiscales, civiles, financières, immobilières, le tout baigné dans un bain de psychologie, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans ce que souhaite le client et lui offrir une clé de lecture. Alors, dans la problématique qui est la nôtre ce matin sur le volet financier, et on doit faire face à une masse, je dirais, colossale, pléthorique d'informations de par nos partenaires financiers. Et d'ailleurs, j'en profite bien sincèrement pour remercier de la qualité des informations qu'ils nous prodiguent, parce que sans cette information-là, on ne pourrait pas faire correctement notre travail. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que face à cette masse d'informations colossales, on doit essayer de les remettre en ordre et de voir si elles sont en adéquation avec le profil du client, sachant que dans la majorité des cas, on fait de la maïeutique, parce que le client, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et on doit l'accompagner pour essayer de le faire accoucher, sur ses problématiques juridiques, fiscales, sociales, financières, immobilières et bien sûr psychologiques. Alors, par rapport à ça, moi, je voudrais vous parler d'un exemple concret sur le volet financier. Mi-janvier, je lis dans la presse que les entreprises moyennes allemandes, elles font face à une augmentation de leur cahier de commandes parce qu'elles exportent énormément dorénavant. Elles repartent, les exportations repartent en Asie, donc je parle bien de valeurs industrielles et cycliques. Je me dis, tiens, comment est-ce que je peux utiliser dans mon activité cette information-là? Donc, je suis allé la recouper avec d'autres bases de données, avec d'autres études que j'ai pu lire. Après, j'ai utilisé un outil pour essayer, nommons-le Cantalis, pour essayer de faire un filtre et ressortir les fonds qui rentraient dans ce que je cherchais, donc des valeurs moyennes avec une grosse part de fonds Allemagne. Et puis, après donc, lecture des reportings sur les sites différents partenaires. Ensuite, dans cette pré-shortlist, je vais contacter le commercial de la société de gestion pour organiser, soit avec lui, soit avec le gérant, un filtre qualitatif à ma réflexion. À partir de là, ensuite, je vais faire ma liste définitive des fonds qui m'intéressent par rapport à cette problématique. Donc, j'ai fait le filtre quantitatif, puis le filtre qualitatif, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder sur ces fonds qui me paraissent intéressants, dans quelle plateforme est-ce qu'ils sont éligibles. Et ce travail, en fait, ça m'a pris un jour et demi. Un jour et demi
sachant que ce jour et demi me permet juste de passer à la phase d'après, qui est de regarder dans ma clientèle qui peut être intéressé par cette thématique, contacter le client, le pitcher sur les avantages de jouer cette thématique, de lui écrire, de passer les ordres et de vérifier que le suivi est bien fait. Donc, ouais, on a un exemple concret d'analyse de l'information. Et moi, en fait, je trouve ce qui serait bien, sachant que il y a beaucoup d'informations et de plateformes qui existent, mais moi, je trouve ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse trouver une marketplace financière dans laquelle on aurait une diffusion du savoir de ces différents partenaires comme Dorval, comme Financière de Chiquier, ou comme d'autres, bien sûr, sociétés de gestion. Une diffusion de cette information qu'on puisse en fait analyser, qu'on puisse passer au filtre de notre raison, qu'on puisse effectivement, donc ça sera dans le cadre d'un flux descendant, et qu'on puisse après faire du requêtage d'informations auprès de cette plateforme financière pour enrichir notre réflexion, pour recouper l'information, pour savoir est-ce que ce qu'on nous dit, est-ce que c'est bien, de manière à ce qu'on puisse la transférer cette information au client. Donc, le rêve, alors c'est un rêve un peu philosophique, mais... On va parler peut-être des rêves après. Pour l'instant, on va rester sur le dur, Cédric, et puis on va laisser Jean-François te dire déjà comment il traite cette information et comment il te la diffuse, il vous l'amène d'une façon claire, explicite. Alors Jean-François, bon, Cédric est super bavard sur ce sujet-là parce que on sent que c'est sa moelle au quotidien. Moi, je voudrais vous entendre, Jean-François, sur ce que fait aujourd'hui Dorval AM en matière de dispositifs informatifs, sachant que vous avez à la fois la souplesse de la boutique et en même temps les moyens d'un grand groupe. Et puis, si vous pouvez m'indiquer aussi le focus aujourd'hui et par quel canal, le focus d'information que vous utilisez principalement. Oui, tout à fait. En fait, la particularité de notre organisation tient à la singularité de Natixis Investment Managers. Vous le savez, peut-être, probablement. Natixis est organisé avec une plateforme de distribution mondiale qui promeut les offres de 23 affiliés. Et comme vous venez de le dire, Pascal, nous devons nous organiser par rapport à cela. C'est-à-dire que, évidemment, nous mettons à disposition de Natixis et de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, évidemment les reportings de nos produits mensuellement. Mais nous avons également des fiches produits, des fiches corporate qui sont mises à disposition des animateurs en région, des commerciaux, pour toute cible de clientèle. Mais à chaque fois, la fiche va être adaptée à la cible de clientèle et qui est directement disponible dans les CRM des conseillers. Voire pour les conseillers en agence, pour le réseau Banque Populaire et Caisse d'Épargne, qui est disponible sur leur poste de travail. Et en fait, c'est un véritable outil d'aide à la vente pour reprendre ce que vous disiez, Cédric, déjà savoir si le produit est qualifié par rapport au client qui est face à lui, quelle est la philosophie de gestion, la particularité du processus d'investissement, lui apporter toutes les informations qui sont nécessaires pour réussir, au sens même compliance, l'acte de vente. Donc ça, c'est quelque chose que l'on met à jour périodiquement, donc les fiches produits. Dès que, en tout cas, ça le nécessite. Et puis, de l'autre côté, bien pour bénéficier de l'agilité de la boutique que nous sommes chez Dorval, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, les médias, et puis les mails, parce que nos clients ou les personnes qui ont envie de nous suivre peuvent s'inscrire depuis notre site internet et bénéficier à travers cela de toutes nos communications. Et donc, régulièrement, nous publions notre scénario central à travers une analyse qui est fondée non seulement sur la vision macroéconomique, enrichie des enjeux liés au développement durable, des enjeux sociétaux, qui est enrichie de la valorisation des classes d'actifs, de la dynamique des marchés notamment, et des perspectives sectorielles. Et qui permet, dans une démarche presque pédagogique, d'expliquer le scénario suivi par Dorval, que l'on va retrouver décliné ensuite dans nos gestions. Donc ça, on le fait tous les mois. Nous publions également toutes les semaines
notre décryptage de l'actualité économique, politique, et qui justifie notamment le taux d'exposition de nos fonds flexibles aux actifs risqués. Et puis, plus simplement, dès qu'il y a un sujet d'actualité, là encore, à travers les réseaux sociaux, principalement, mais ça a été le cas sur des controverses, hein, donc c'est aussi sur des sujets sensibles, eh bien, nous nous adressons à un public extrêmement large. Donc voilà, en gros, ce que l'on fait au niveau de Dorval pour s'adapter. Après, pour répondre exactement à Cédric, je pense qu'on a encore tous collectivement beaucoup de travail pour nourrir cet infocentre, cette base de données à partir de laquelle on puisse faire des requêtes. Merci beaucoup, Jean-François. Alors peut-être qu'on peut maintenant passer à une autre dimension, à un autre volet de la relation producteur-distributeur sur le passif. Donc en quoi la maîtrise du passif est devenue clé ou est clé pour les sociétés de gestion. C'est-à-dire, est-ce que c'est un enjeu opérationnel, un enjeu réglementaire, ou est-ce que plus que ça, c'est aussi un enjeu commercial et un enjeu de pilotage de l'activité? En fait, ce sont les deux. Alors, le paradoxe de notre industrie, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'industries qui soient dans ce cas de figure, c'est que nous ne connaissons pas vraiment nos clients. Nous les connaissons à travers des réseaux de distribution. Le client final, évidemment, nous ne le connaissons pas. Et le suivi des parts, c'est-à-dire du passif de nos produits, extrêmement délicat. Donc tout ce que je vais vous raconter là, ce sont des estimations à peu près quand même cadrées, mais qui nous permettent donc, comme vous le dites, à la fois d'adresser des enjeux opérationnels, mais également des enjeux de pilotage. Alors, du côté des enjeux opérationnels, il y a des choses qui sont très concrètes. C'est notamment le pilotage de la liquidité. Lorsque vous êtes sur des actifs, notamment, enfin peu liquides, nous faisons des actions, mais donc typiquement des micro-caps. C'est un point de vigilance quotidien, permanent de la part des gérants de faire face à des rachats ou des souscriptions, même ça peut être aussi dans l'autre sens. Et donc là, ça suppose de regarder, d'estimer la stabilité du passif. On ne va pas considérer de la même façon un sélectionneur de fonds, un multigérant, ou nos produits lorsqu'ils sont distribués dans des réseaux. La réallocation d'actifs ne se produit pas à la même vitesse, et donc forcément, ça a des conséquences sur la gestion de la liquidité. Le deuxième volet, ce sont les ratios d'emprise, tout simplement. Si vous avez connaissance qu'un de vos clients commence à prendre une part très importante au niveau de vos fonds, la sensibilité ensuite de votre passif est d'autant plus forte, notamment s'il y avait des rachats. Son ratio d'emprise serait à ce moment-là dépassé et forcément, ça occasionnerait un rachat également de sa part et ça peut avoir un effet boule de neige négatif. Donc ça, on va dire que pour simplifier, ce sont les enjeux opérationnels. Et puis, comme vous le dites, il y a des enjeux de pilotage, tout simplement. Donc d'abord, du pilotage du fonds de commerce, d'essayer d'apprécier la diversification de notre fonds de commerce par cible de clientèle, institutionnelle, retail, par zone géographique, par distributeur, canaux de distribution, pour même pour valoriser notre actif, comprendre notre plan de développement et puis surtout pour accompagner, soutenir nos axes de marketing et de communication, nos budgets de marketing et de communication pour savoir exactement à qui finalement sur tel ou tel produit nous adressons. Et puis, d'un point de vue pilotage, alors c'est à la fois de l'opérationnel et du pilotage, mais c'est aussi nos résultats financiers pour piloter les rétrocessions que nous faisons à nos distributeurs. D'accord. Merci Très clair. beaucoup, Jean-François. Alors, Cédric, c'est là le moment où il faut mettre sur la table toutes vos requêtes. Hein. Donc, vous aviez commencé à nous dire, mais dans un monde parfait, dans le monde d'après, hein, comme on l'appelle maintenant, c'est quoi le futur idéal en matière d'information pour vous, conseiller en gestion de patrimoine? Quelles sont les informations que vous aimeriez recevoir et sous quelle forme, hein, notamment en fraîcheur, en ciblage, en support, et toujours dans l'optique de votre raison d'être d'assurer plus efficacement encore votre mission de conseil auprès de vos clients. Alors, j'aimerais bien qu'on poursuive là, sur cette idée que vous aviez lancée, là, qui me paraissait particulièrement intéressante. Alors, là, je vais tenter de répondre d'une manière courte cette fois-ci, Non. promis. Non. Deux idées. Mon rêve, c'est alors un peu de philosophie, mais c'est de passer du savoir à la connaissance. Le savoir, pour moi, il est apporté par les plateformes et par tous nos partenaires financiers. Mon travail, c'est le filtre de la raison. Et à partir de là, avec le fil de la raison et l'expérience du gestionnaire de patrimoine,
on est à même d'accéder à la connaissance. Et je pense que c'est ce que le client il vient chercher pour nous. Voilà. Il a envie d'avoir accès à cette analyse qu'on lui donne, cette analyse réfléchie. Alors, par rapport à votre question, Pascal, moi, je trouve que ce qui est fait aujourd'hui par le partenaire financier est très bien, mais peut-être qu'est-ce qui nous est utile dans notre quotidien. Alors, toujours je pense un cas précis. Un cas précis, c'est tout ce qui va être donné extra-financière. Bon, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez, bon, ça fait 24 ans que je fais ce métier. Donc, on fait presque partie des dinosaures. Mais depuis, on parle de l'ISR, de l'ESG depuis début des années 2000. Voilà, de loin. Et réellement, moi je dirais avec ce qui s'est passé avec le Covid, mais réellement, depuis quelques mois, j'ai des vraies demandes, mais des vraies demandes de choix de fonds avec une implication de gouvernance, d'insertion dans l'entreprise. Et lorsque je fais une proposition, je me suis fait retoquer encore il y a une dizaine de jours en disant non, Cédric, moi ce qui est important, c'est votre liste de fonds, elle est très bien, mais démontrez-moi à travers vos reportings que votre sélection respecte différents critères. Et ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et c'est le quotidien. Donc, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que sur certains, on a de plus en plus de partenaires qui nous décrivent, je prends l'exemple du respect des objectifs de développement durable de l'ONU, qui, dans leur reporting, effectuent d'une manière très détaillée ce qu'ils font, pas du greenwashing. Et ça nous aide considérablement. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'il faut continuer à communiquer d'une manière extrêmement précise parce qu'aujourd'hui, le client, il a besoin de savoir. Et moi, de plus en plus, je ne veux pas être celui qui décide à sa place. Voilà. Et dans le cas précis de ces clients qui, depuis le début d'année, arrivent de plus en plus avec une volonté assumée d'avoir un investissement responsable, eh bien, on doit nous-mêmes monter en compétences. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations qui sont données par nos partenaires, mais aussi cette information-là, on doit la restituer aux clients. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a des sociétés de gestion qui sont plus ou moins spécialisées, d'ailleurs, dans cet environnement-là, mais qui font un travail très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Très bien. Alors, Jean-François, comment aujourd'hui vous utilisez les outils digitaux ou les canaux de communication justement pour répondre à ce type de demande ou à d'autres demandes émanant de distributeurs en matière d'information? Je vais essayer de décrire cela. Ce qu'il faut dire, c'est que la crise sanitaire que nous vivons, que nous venons de vivre surtout, et je pense en mars 2020, a complètement chamboulé nos méthodes de travail, déjà en interne, mais également dans la relation que l'on a avec nos partenaires, avec nos clients, nos réseaux de distribution. Et on a acquis une expérience formidable de façon soudaine et immédiate. On a dû au départ s'adapter, maintenant on apprend à vivre avec. Et je pense que l'utilisation du digital, c'est justement de mieux répondre aux attentes de nos interlocuteurs. Alors, c'est vrai parce que le digital nous invite à revisiter finalement toutes les composantes. Et moi, j'ai l'habitude, pour essayer de décrire un sujet, de revenir au quoi, qui, où, quand, comment, combien, etc. Alors, j'essaie de les prendre dans le désordre. J'ai pris quelques notes pour être tout à fait d'abord synthétique. Le qui et le où. C'est la grande force du digital. La grande force du digital, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Vous n'êtes pas limité à votre fichier de clients. Vous n'êtes pas limité au local, à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc. C'est quelque chose que vous pouvez voir tout à fait différemment. La deuxième question, c'est le quand. Le quand, en fait, c'est à la fois la fréquence et puis la réactivité. Avec le digital, contrairement au présentiel, dans des organisations, ou des échanges que l'on peut avoir, on a une très grande réactivité pour coller plus près de l'actualité, qu'il s'agisse de l'actualité économique, de l'actualité des marchés,
ou de l'actualité de la société de gestion, voire des besoins de clients, l'actualité également extra-financière, et le dossier si en ce moment elle est nourrie. Et donc là, le digital nous offre effectivement cette grande réactivité et en même temps nous permet aussi de convenir, et je vous le propose Cédric, de convenir de rendez-vous réguliers, donc avec une fréquence pour aborder différents types de sujets. Et là, on en arrive au contenu, donc au quoi. Et là c'est pareil, on a la possibilité avec le digital d'avoir des contenus qui soient à la fois beaucoup plus personnalisés, parce qu'on a pu cibler notre clientèle. Je disais tout à l'heure que dans le où, on pouvait être beaucoup plus large, mais on peut être aussi, à travers les outils digitaux, cibler une clientèle et donc adapter notre contenu à ce ciblage de clientèle. D'avoir des choses qui soient également beaucoup plus variées en termes de contenu. On peut non seulement parler de produits, on peut parler de stratégie de gestion, celle que l'on joue en ce moment, en résonance avec notre scénario central, mais également, presque dans une démarche pédagogique, et là je vous rejoins, eh bien, expliquer très concrètement, à travers des tutoriels, des WebEx, la politique ISR que nous avons chez Dorval, la façon dont on traite le sujet de la gouvernance qui est centrale pour nous, ou d'une manière générale aussi, et pour n'importe quel type de public, s'adapter et donc offrir un contenu qui lui convienne parfaitement. L'autre question, c'est comment. Là, c'est à la fois, à travers les outils digitaux, je suis toujours sur ce sujet, c'est à la fois l'usage des réseaux sociaux et puis les outils de conférences en ligne, hein, que l'on connaît tous, et de mixer les deux. C'est de faire une annonce d'une intervention que nous allons faire sur les réseaux sociaux, de la réaliser à travers ces médias online et ensuite de la relayer à travers les réseaux sociaux. Et ça, on a la possibilité de le faire pour des formats d'une minute, 2 minutes ou d'une demi-heure. Tout dépend évidemment du sujet. Et la dernière question, pardon, c'est combien? Combien ça coûte finalement tout ça, et notamment en relatif de l'interaction qu'on avait l'habitude d'avoir. En fait, là, c'est ça qui est drôle avec le digital, c'est tout et tout. C'est-à-dire que ça peut être très peu cher. Hein. Il nous faut quoi aujourd'hui? Il nous faut une caméra, il nous faut un Teams, c'est gratuit, et puis on a la possibilité de s'adresser potentiellement à tout type de public. Puis en revanche, si vous voulez vraiment axer la politique marketing, chez Dorval, nous n'en avons pas les moyens, sur le digital, là, ça suppose des investissements qui soient très conséquents. Alors, Jean-François, on peut peut-être encore aller plus loin. Donc, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la crise sanitaire a enterré complètement les déjeuners avec les clients. Donc, ça fait un peu peur, hein, quand même. Et puis, votre communication, elle va être désormais uniquement basée sur du contenant numérique? Non. Alors, évidemment, on ne peut pas arriver à cet extrême-là non plus. En fait, je pense que le risque avec le digital, c'est aussi plus que jamais d'entrer dans un mode push. Et de fait d'inonder nos interlocuteurs d'informations pour lesquelles derrière il faille faire le tri. Et ça, c'est le côté très précieux du présentiel, puisque vous parlez, Pascal, des déjeuners clients. Ce que n'offre pas le digital, à l'inverse, c'est d'abord la convivialité, mais c'est également l'intimité de la relation et la nature des échanges que l'on peut avoir lorsque on a une séquence tous les deux, par exemple, lors d'un déjeuner, mieux comprendre votre besoin, que vous compreniez mieux aussi ce que nous proposons, etc. Et ça, avec le digital, à travers les chats, c'est quand même moins pratique. Ce que l'on peut dire, c'est que, là encore, la crise sanitaire a bouleversé les codes. Hier, d'organiser une réunion par Teams avec tous vos clients était presque inconvenu. C'était plutôt dans des salons de grands hôtels que les choses s'envisageaient. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est parfaitement, parce qu'on n'a pas eu le choix, on y a été contraint, mais parfaitement adapté aussi à la situation. Et donc je pense, pour répondre à votre question, que les deux vont cohabiter. La seule chose, c'est qu'il faudra essayer d'optimiser ce que peut apporter le digital en allant travailler jusqu'au bout et à l'inverse, de privilégier le présentiel pour certaines circonstances. Et juste pour illustrer, moi aussi donner un exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Dorval, nous travaillons à adapter un de nos salons en studio vidéo pour justement améliorer la qualité et la pertinence aussi, de fait, des informations que l'on peut transmettre par le biais du digital à nos clients. Merci pour cette exclusivité, Jean-François. Eh bien, merci. Alors, pour conclure, moi, je souhaiterais vous demander à chacun d'entre vous
de nous dire peut-être en quelques mots ce que la digitalisation peut apporter à la relation producteur-distributeur. Donc Pascal, je vais commencer par toi. Ah ouais, alors moi déjà, si vous me demandez d'être court, ça va être très très compliqué, mais je vais essayer de le faire. En tout cas, Bien sûr. moi j'ai deux convictions sur le digital. Ma première conviction, elle est assez simple, hein, c'est que la communication digitale, bien sûr, est un formidable outil d'accélération de la notoriété et du chiffre d'affaires pour les producteurs. Alors, Jean-François l'évoquait tout à l'heure sur le fait que les sociétés de gestion ne connaissent pas leurs clients, mais il y a d'autres exemples dans l'industrie où on ne connaît pas ses clients. Et c'est pas pour ça que, effectivement, ces industries n'ont pas mis en place des dispositifs digitaux qui permettent effectivement de mieux comprendre ses clients. Alors, je citerai L'Oréal parce que c'est le plus connu, le plus facile à aborder. Donc, je rappelle, hein, L'Oréal ne connaît pas 93% de ses clients, hein, donc ce qui est plus important encore que dans une société de gestion. Elle dispose d'un catalogue de 32 marques, plus de 1000 produits. Enfin, c'est énorme. Et pourtant, effectivement, elle s'appuie sur des réseaux très hétéroclites, très divers, qui vont du coiffeur, effectivement, aux grands réseaux comme Sephora. Une des réponses fournies par L'Oréal, c'est sa stratégie digitale, mais celle-ci s'exprime de différentes façons. Alors bien sûr, vous connaissez tous les tutos sur Google avec les mini-séries sur YouTube plutôt, mais c'est fait en partenariat avec Google, où tu n'as pas du gloss, hein, donc le truc un petit peu touchy. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé avec le produit Tie and Dye. Alors, vous savez, Tie and Dye, c'est d'éclaircir un peu ces mèches de cheveux, les pointes de cheveux. Et en fait, c'est remonté en information chez L'Oréal, directement par les coiffeurs. Et ensuite, ils ont sorti un produit qui s'appelle le produit Les Ombrés, qui a été un succès international. Donc, ils ont été capables, effectivement, de collecter cette information. Donc, et ce point-là, ça serait ma deuxième conviction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque peut-être dans le dispositif, c'est la remontée d'informations du distributeur vers le producteur. Pourquoi ? Pour identifier au mieux encore les besoins des clients et de travailler à la fois sur les tendances, identifier les signaux faibles qu'on rencontre tous les jours lorsqu'on est un distributeur. Très bien. Pardon, j'ai été un peu long, bien évidemment. Merci pour cette parabole capillaire, Pascal. Ah oui, toujours. Très intéressant. Alors, Jean-François, en quelques mots, ce que peut apporter le digital dans la relation producteur-distributeur. Alors, d'une manière générale, et je l'ai un peu déjà évoqué, nous en avons parlé, je pense que le digital a un énorme mérite, c'est de briser justement les frontières et de fait d'élargir le champ des possibles. Ça nous permet de passer à une stratégie de conquête, mais également de fidélisation. Et puis, j'ajouterais un troisième volet, on en a un peu parlé parce qu'on a beaucoup parlé de communication, de marketing, mais c'est aussi un processus à travers des outils ou des nouvelles technologies de sécurisation, de transparence, de qualité. Et on parlait du suivi de passif, je pense notamment au champ des possibles à travers la blockchain, qui permettrait de révolutionner complètement dans notre industrie le rôle des acteurs et la relation que l'on peut avoir entre distributeurs et producteurs. Très bien. Cédric, le mot de la conclusion, c'est pour vous. Ah oui, quand même. Au niveau quand même. de la relation, bien sûr, producteur-distributeur, sur l'apport du digital. J'aimerais bien, moi, être un conseiller augmenté. Non, mais réellement, puisque face à cet afflux colossal d'informations, face à cet afflux colossal aussi de nouveaux clients qu'on doit aller capter, moi, je vois qu'une seule solution, c'est d'être aidé par nos partenaires pour devenir des conseillers 4.0. Moi, je l'appelle conseiller augmenté. Voilà. D'accord, très clair. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois pour votre participation ce matin, pour vos éclairages. Et puis, pour conclure cette table ronde, je dirais qu'il était important d'avoir à la fois la vue du producteur, la vue du distributeur sur la relation entre producteur et distributeur pour avoir une vision un peu plus complète des enjeux qui s'appliquent sur cette relation. On voit que l'accélération digitale, eh bien, elle peut ou elle semble apporter un certain nombre de pistes d'amélioration de cette relation producteur-partenaire, en fait, de partenariat entre les deux. Et ça, c'est important dans la fluidification, dans la simplification des échanges entre producteurs et distributeurs. Alors, on parle d'informations qualifiées, d'informations à valeur ajoutée. On parle aussi d'informations fraîches, on l'a vu, sur les produits. Et ça, c'est important. Et puis, on parle de remontée d'informations de la part des distributeurs, mais aussi de la part des clients finaux,
à destination des producteurs, des sociétés de gestion. Voilà, merci Jean-François, merci Pascal, merci Cédric. Une pensée pour Bertrand qui nous écoute. Et puis à vous tous, restez connectés s'il vous plaît. Nous allons dans un bref instant accueillir nos intervenants suivants pour nous détailler les solutions opérationnelles qui visent à simplifier justement les échanges entre producteurs et distributeurs de fonds. Merci. Nous allons maintenant vous présenter nos solutions opérationnelles sur la plateforme Airfund, qui apportent, vous allez le voir, des réponses concrètes sur le suivi de la distribution des fonds, sur la gestion du passif et puis sur le marketing digital des produits. On va faire une présentation rapide de nos solutions, des fonctionnalités qui sont couvertes, mais nous avons également demandé à nos clients de venir témoigner, de venir parler sur les bénéfices qu'ils ont d'utiliser nos solutions au quotidien. Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'application dédiée tout au long de la présentation. On y reviendra en fin de séance. On aura une dizaine de minutes pour y répondre. Je vous propose de démarrer tout de suite par la présentation de notre solution AirDistrib pour dynamiser le suivi de la distribution et la gestion du passif. Alors bonjour Wissam. Bonjour Maxime. Peux-tu te présenter rapidement et puis présenter la solution AirDistrib? Alors je suis le directeur du produit AirDistrib, qui est une solution dédiée à la commercialisation et à la gestion du passif des fonds. AirDistrib est utilisé aujourd'hui par 8 sociétés de gestion, et ce depuis 15 ans. Nous avons développé une nouvelle version du produit, une nouvelle version web, qui ajoute une dimension collaborative entre les utilisateurs. Il y a aussi des ajouts fonctionnels pour ce qui est de la gestion des attestations dépositaires et le marquage des ordres, et aussi tout un volet autour de la data visualisation des données du passif. Très bien. Alors, quels sont les avantages de la solution AirDistrib? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à la solution qui est utilisée par nos clients? Alors déjà, on retrouve dans la nouvelle version de Distrib toutes les fonctionnalités essentielles à la gestion du passif qui existaient déjà dans la version précédente, c'est-à-dire la gestion des réseaux de distribution, l'intégration de la collecte et le marquage des ordres, le calcul des positions de passif et des rétrocessions associées, et enfin les fonctionnalités de facturation. Donc tout ça existait déjà et on le retrouve dans la nouvelle version. La dimension vraiment supplémentaire, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect collaboratif, puisque les opérationnels des sociétés de gestion peuvent, dans la nouvelle version, interagir directement avec leurs partenaires de distribution, que ce soit des distributeurs, des plateformes B2B ou des apporteurs d'affaires. Par exemple, pour un opérationnel d'une société de gestion, c'est possible directement d'interagir avec son distributeur ou une plateforme sur des attestations dépositaires ou alors de procéder dans un workflow collaboratif à la facturation d'une rétrocession. Très bien. Maintenant, je propose qu'on donne la parole à nos clients. Voilà, et je propose donc on commence par Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Bien. Et pouvez-vous vous présenter votre société et puis dire dans quel cadre et dans quel objectif vous utilisez notre solution? D'accord. Michel Audeband, je suis directeur général de Gemway Assets, une société que j'ai fondée avec mon associé Bruno il y a à peu près 9 ans. Nous gérons 1,8 milliard sur les actions émergentes, 3 fonds, un fonds global émergent, un fonds Asie, un fonds Chine. Toute notre gamme est ISR depuis longtemps. Si on revient sur le sujet, plus de la moitié de nos clients sont à l'international. Et donc, c'est vrai que l'on a des soucis de suivi, de traçage sur la partie rétrocession. Et pour cela, on utilise votre logiciel Distrib. Très bien. Merci Michel. Vous faites partie des clients sur qui nous avons la chance de nous appuyer pour comprendre finement les processus opérationnels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus quelles sont les difficultés, les problématiques autour du marquage des ordres et notamment dans le cadre de la distribution internationale avec la gestion des attestations dépositaires? Oui, vous avez raison, c'est un point de difficulté bien connu dans l'industrie de la gestion qui est consommateur de temps pour les équipes de middle, pour les équipes commerciales.
et qui en plus peut être source de pertes financières parce qu'on peut être amené, ça arrive parfois, en pays comme la Suisse, on nous demande 2 fois les rétrocessions. Donc il y a un enjeu financier également à vivre. D'accord, donc on voit bien que c'est complexe et qu'en plus les enjeux sont importants. En quoi est-ce que Distrib peut apporter quelque chose dans ces processus opérationnels? Ouais, le premier apport, c'est gain de temps, hein, dans tout ce qui est marquage d'ordre, réconciliation des attestations dispositaires et autres, gestion des transferts. C'est vrai que BIC-1 ne suffit pas, hein, c'est-à-dire c'est sûrement une très bonne étape, mais malgré ça, on a beaucoup d'ordres, hein, encore une fois, entre autres, encore en Suisse, Luxembourg ou autres, qui échappent à BIC-1, et on est très loin d'avoir le client, même pas final, mais le family office qui passe l'ordre, et cela nécessite bien du travail, ça nécessite que les commerciaux prennent le téléphone, appellent, essaient de tracer d'où vient l'ordre, c'est un effet très compliqué. Entendu, merci. Et le... Oui, pardon. Non, j'avais un deuxième intérêt, mais bon, Excusez-moi. le deuxième intérêt, c'est de pouvoir partager l'information de facturation en direct. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer directement à nos clients via l'outil. Merci Michel. En effet, nous avons développé des fonctionnalités pour aider vraiment au quotidien les opérationnels. Et en résumé, c'est premièrement l'intégration automatique des flux de collecte avec effectivement un marquage des ordres qui s'appuie sur le BIC-1, le branch code ou les références bilatérales. La deuxième chose, c'est une aide aux opérationnels pour ce qui est de la réconciliation des attestations dépositaires avec une gestion particulièrement sur des points de difficulté comme la réaffectation des ordres qui proviennent par exemple de comptes omnibus, la possibilité que les opérationnels ont de réaffecter ces ordres, mais aussi la gestion des transferts, qui sont 2 points de difficulté. Et enfin, le troisième point, c'est l'émission de décomptes, la génération automatique de décomptes et la mise à disposition de ces décomptes par les sociétés de gestion directement aux distributeurs. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir, d'une part pour les sociétés de gestion, gagner du temps sur les process opérationnels de middle, back-office dédiés à la gestion des réseaux de distribution, et pour les distributeurs de pouvoir être payés plus tôt. Eh ben, je pense que c'est clair, on est vraiment rentré dans le vif du sujet, et je propose qu'on ait maintenant un deuxième éclairage, peut-être complémentaire, avec Richard Arnaud de la société Taylor AM. Bonjour Richard. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Taylor AM et la manière dont AirDistrib est utilisé chez Taylor AM? Alors, tout d'abord, je suis ravi d'être là parmi vous. Donc, Richard Arnaud, je suis directeur général délégué de Taylor AM. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis chez Taylor AM. Nous avons à peu près plus d'1 milliard d'encours sous gestion avec diverses classes d'actifs. Donc, ça va de la gamme obligataire, la gamme action, une gamme multiclasse d'actifs, et ça va jusqu'au fonds dédié qu'on propose à nos partenaires CGP. Et dans ce cadre-là, on a implémenté HDistrib il y a plus de 3 ans pour la gestion de notre passif, comme l'a expliqué mon voisin. Nous avons beaucoup de mal à tracer les ordres, et ça nous a été d'une grande utilité, surtout quand on a de la clientèle un peu internationale. D'accord, merci Richard. En tout cas, je tiens à vous remercier pour la qualité de la collaboration que nous avons, et notamment pour l'apport d'idées dans le cadre de la mise en place de la nouvelle version. Par rapport à la version collaborative de l'application, qu'est-ce que vous attendez opérationnellement de AirDistrib? Garder toute cette flexibilité qu'on a déjà, toutes les fonctionnalités qui existent déjà, et en plus avoir toute cette partie de tableaux de bord qui sont directement accessibles à la fois par les opérationnels que par le management, pour un meilleur suivi et un meilleur traçage de l'activité. Ça me semble essentiel. Entendu. Merci Richard. En tout cas, nous restons à vos côtés pour continuer à concevoir et développer des solutions les plus adaptées aux besoins des opérationnels au quotidien. Je vous invite à regarder une présentation vidéo rapide de la solution et de rester connecté pour la suite des présentations opérationnelles. Merci.
Eh bien, voyons maintenant ce que la plateforme Airfun peut apporter au marketing digital des produits, à la fois pour les sociétés de gestion et puis pour les distributeurs. Donc, je vous propose qu'on démarre la présentation de notre solution interactive. Alors, bonjour Yann. Bonjour Maxime. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter la solution interactive? Oui, bien sûr. Je suis Yann Castanig, je suis directeur produit sur l'offre interactive et j'interviens plus largement sur le développement de la plateforme Airfund. Alors Yann, je voudrais eh bien, profiter de cet événement pour accueillir toute l'équipe SILT qui vient de nous rejoindre, qui vient de rejoindre One West Place. Donc bienvenue à tous. Et également, je voulais te poser une première question sur ce rapprochement justement et le lien avec la solution interactive. Ouais, l'équipe Silk et moi-même sommes ravis de rejoindre l'équipe One West Place et plus particulièrement le projet Airfund. Nous avons d'abord été partenaires sur plusieurs projets avant de concrétiser ce rapprochement entre nos deux structures. De fortes synergies à la fois humaines, techniques et produits qui nous permettent aujourd'hui de prolonger notre vision de la transformation digitale dans le métier de la gestion d'actifs. Nous avons accompagné jusqu'à présent plus d'une quinzaine de sociétés de gestion d'actifs dans la création ou la refonte de sociétés de sites, de sociétés de gestion. Et c'est cette expertise à la fois du web et des besoins des professionnels de la gestion d'actifs qui nous ont amenés à concevoir l'offre interactive, qui, au même titre qu'AirDistrib, est une des composantes de la plateforme Airfund. Alors, interactive, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque de composants digitaux, des widgets, intégrables rapidement, simplement, sur les sites des sociétés de gestion ou de leurs partenaires. Alors Yann, tu parles d'une bibliothèque de composants digitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces composants? Eh bien, tout d'abord, ils sont connectés aux données des sociétés de gestion qui sont les fournisseurs de la data au travers de la plateforme Airfund, ce qui leur permet d'avoir un contrôle sur l'information qui est diffusée sur les composants qui seront affichés sur leur site ou sur leurs partenaires. Ensuite, ils sont intégrables simplement, c'est-à-dire que nous avons mis un point d'honneur à ce que ce soit simple pour eux et vraiment sans expertise technique. Ils sont personnalisables, de sorte qu'ils s'affichent correctement et de la meilleure manière qui soit sur les sites qui les afficheront. Et ensuite, et surtout, ils sont distribuables, sponsorisables. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société de gestion va pouvoir fournir auprès de son réseau de distributeurs ces composants qui pourront eux-mêmes les encapsuler sur leur site. D'accord. Alors, est-ce que tu as, pour matérialiser tout cela, quelques cas d'usage, d'intégration simple de ces composants sur des sites de sociétés de gestion et également des sites partenaires de distribution? Oui, bien sûr, on peut citer l'exemple d'une société de gestion qui souhaiterait enrichir son site internet, sa page de fond ou une campagne marketing avec des données de portefeuille ou des graphiques avancés. 3 étapes, elle va consulter la bibliothèque de composants et sélectionner ce qu'elle veut récupérer pour l'intégrer sur son site. Ensuite, elle va les personnaliser graphiquement d'une part et fonctionnellement d'autre part. Chaque composant a ses propres caractéristiques, choix de langue, choix de produit. Et puis ensuite, elle va l'intégrer comme elle le ferait habituellement depuis son interface d'administration habituelle. Elle va simplement coller un code personnalisé qu'on va lui mettre à disposition. Donc, c'est relativement simple. Parmi les composants que l'on a à disposition, on va retrouver les classiques tableaux de performance et des graphiques d'évolution de VL, de répartition sectorielle, géographique, ou bien des tableaux de caractéristiques. On a aussi des composants un petit peu plus originaux, comme des cartes synthétiques de fond, qui sont des genres de mini-cartes de fond, des mini-pages de fond encapsulables sur le site des sociétés de gestion. Et alors, est-ce que les partenaires de distribution, donc partenaires des sociétés de gestion, peuvent eux-mêmes profiter d'Interactive, peuvent en profiter? Oui, et c'est tout l'intérêt d'avoir intégré Interactive à l'intérieur de la plateforme Airfund. Airfund qui est une plateforme collaborative qui vise à simplifier les échanges entre les sociétés de gestion et leurs partenaires. Donc, les partenaires, en effet, vont pouvoir bénéficier de ces composants, eux aussi en se connectant à la bibliothèque de composants, et pourront accéder à ces composants digitaux que les sociétés de gestion leur auront mis à disposition. Et plus il y aura de sociétés de gestion connectées à la plateforme, plus large sera la palette de fonds et de composants qui seront disponibles. Et cette bibliothèque, elle a vocation à s'enrichir en permanence, progressivement, avec toujours plus de composants, toujours plus de cas d'usage. L'idée, c'est que chacun y trouve une réponse à ces problématiques, à la fois marketing, opérationnelles et réglementaires. Au final, dans cette bibliothèque de composants interactives, on va retrouver toutes les réponses
tous les moyens, en tout cas, de constituer un reporting digital innovant en toute simplicité et de pouvoir l'intégrer sur n'importe quelle page web, que ce soit le site d'une société de gestion, d'un partenaire ou éventuellement d'un média. Donc si je résume, hein, si j'ai bien compris, on peut dire qu'Interactive, ça permet d'accéder à une bibliothèque de composants qui mettent en valeur les produits. 2, ça permet de sponsoriser ces composants. Et puis, ça permet de les distribuer pour animer les réseaux de distribution, permettant ainsi aux équipes commerciales d'optimiser les processus opérationnels et d'innover dans la communication produit. C'est exactement ça. D'accord. Et parmi tes clients historiques, quels sont les premiers feedbacks reçus? Qu'est-ce qu'ils voient comme intérêt dans cette solution? Alors, les retours sont globalement très positifs et ils nous permettent surtout de confirmer qu'il y a un vrai besoin dans cette capacité d'intégrer des composants sur étagère, mais tout de même personnalisables, connectés aux données des sociétés de gestion et sans expertise technique. Donc c'est perçu comme quelque chose qui est très simple à intégrer et surtout qui va contribuer aux échanges entre la société de gestion et leurs partenaires. D'accord. Et pour parler plus concrètement de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir Benjamin Leneutre avec nous aujourd'hui. Bonjour Yann, bonjour Maxime. Alors, Bonjour. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter DNCA Finance? Alors oui, alors je suis Benjamin Leneutre, donc je représente la maison DNCA Finance, donc je suis le responsable de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Donc je suis content d'être avec vous aujourd'hui. DNCA, c'est une maison qui a un peu plus de 20 ans d'histoire. On a 27 milliards d'encours sous gestion et on est partenaire, on travaille avec les équipes de Yann depuis maintenant de pas mal d'années. Et c'est vrai que de par le travail de vos équipes et le travail de notre marketing, on a eu notre site qui a été pas mal de fois récompensé. Donc on est vraiment content d'être là aujourd'hui pour témoigner et content du travail qu'on fait avec vous. Alors Benjamin, on vient de présenter en quoi consistait la bibliothèque de composants interactifs. On a pu travailler ensemble sur, excusez-moi, on a pu concevoir ensemble un composant. C'est le composant calculateur d'impact ISR, qui est d'ailleurs en cours de déploiement auprès de certains de vos partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce composant? Alors bien sûr, alors le calculateur d'impact ISR, c'est un outil qui permet aux visiteurs de notre site internet de pouvoir visualiser l'investissement qu'ils auront fait dans la gamme de nos fonds Beyond. C'est les fonds purs ISR de chez DNCA. Et du coup, comment ça se passe, comment ça se matérialise? Ils viennent, ils sont sur le site, ils rentrent le montant de leur investissement et ils peuvent visualiser l'impact, qu'il soit environnemental ou économique, à un instant T. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ça a plu énormément à nos partenaires. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant d'utiliser la solution interactive pour pouvoir le déployer auprès des sites de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Donc, ça a bien fonctionné. Nous, on est une société aujourd'hui responsable dans notre approche. Donc, c'est important pour nous d'avoir des composants innovants qui permettent finalement d'apporter de la transparence et du sens à l'investissement de nos clients. Et donc, du coup, d'utiliser Interactive, c'est plutôt bien parce qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir amener du contenu à nos clients, et ça c'est quelque chose qu'ils recherchent en permanence, donc on continue à les accompagner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous permet d'avoir une visibilité au-delà de notre site internet. Et ce qui est important, c'est que nous, on a un site internet aujourd'hui qui est très B2B, c'est souvent des clients professionnels qui viennent sur notre site. Le fait de pouvoir encapsuler ce composant sur les sites de nos partenaires, ça nous permet d'avoir une approche B2C qui est importante pour nous. Et justement, quels sont les retours des partenaires que tu as pu contacter sur cette capacité d'intégrer des composants sur leur propre site? Alors, ils sont très bons, parce qu'aujourd'hui, les retours, on a commencé à le déployer auprès de certains conseillers. Ils sont bons, pourquoi? Parce que des gens leur apportent du contenu un peu clé en main. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent et qu'ils veulent pour leur site, pour pouvoir avoir plus d'audience sur leur site internet. Et la deuxième chose, c'est que c'est très simple en matière d'utilisation. En fait, nous, aujourd'hui, on a simplement à leur envoyer un lien. Ils vont le copier-coller dans l'interface. Il y a un widget, c'est le terme que je disais, le widget qui va se charger automatiquement. Et donc, c'est très simple d'utilisation, pour que ce soit pour le gérant du cabinet ou le promoteur du site internet. Et du coup, pour nous, c'est très bien parce que d'avoir un outil aussi simple d'accès, d'utilisation, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir le déployer auprès de grands nombres de partenaires en un instant très restreint et sans utiliser beaucoup d'efforts. Donc voilà, on a la possibilité de le donner à pas mal de personnes et en plus, ça amène une valeur ajoutée pour les sites de nos partenaires. Alors, une dernière question, au-delà du composant calculateur d'impact ISR, quel avantage tu vois dans cette bibliothèque de composants et quelles sont les perspectives d'utilisation chez DNCA Finance?
Nous, ce qu'on a remarqué, de toute façon, on l'a tous vu, hein, aujourd'hui, je pense que tous les auditeurs aujourd'hui voient très bien que cette crise pandémique qu'on a connue, hein, cette crise du Covid, on voit qu'aujourd'hui, la digitalisation devient essentielle, que ce soit dans notre démarche commerciale, ça va vraiment nous accompagner au quotidien, et de pouvoir utiliser ces composants innovants, ça nous permet finalement d'asseoir les démarches commerciales quand on va aller présenter de nouveaux fonds, de nouvelles thématiques, on va pouvoir les enrichir par ces composants. Il y a aussi ce côté où on dit toujours d'amener du sponsoring entre guillemets de composants, donc ça va nous permettre d'avoir une visibilité au-delà de notre site internet et d'animer notre réseau de partenaires. Et l'autre chose, je pense aussi à pouvoir s'adapter rapidement aux évolutions de marché ou aussi aux évolutions réglementaires. Et en ce moment, on travaille avec les équipes de Yann sur le sujet SFDR, qui est un sujet que bon nombre de maisons de gestion connaissent. Donc voilà, c'est très pertinent aujourd'hui pour notre développement. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce témoignage. Merci à vous, c'était un plaisir. Maxime, je te propose de nous laisser sur une vidéo de présentation de la bibliothèque de composants interactive. Et je rappelle notre adresse email, contact@airfun.io. Eh bien voilà, vous l'aurez compris, la plateforme Airfun vise à simplifier, à digitaliser l'ensemble des échanges d'informations, les relations entre producteurs et distributeurs de fonds. Tout d'abord, d'un point de vue opérationnel, la solution AirDistrib, elle offre aux sociétés de gestion une vision consolidée de la distribution au travers de tableaux de bord sur l'ensemble de la distribution des fonds. La solution, elle simplifie aussi la gestion du marquage des ordres de souscription, rachat et de transfert. Elle va faciliter, automatiser les processus de réconciliation de position entre les sociétés de gestion et les distributeurs. Et enfin, elle va générer automatiquement des préfactures, des décomptes à payer pour les rétrocessions. Donc bref, AirDistrib est une solution complète de gestion du passif. Après, d'un point de vue marketing et commercial, la solution interactive, elle propose des outils de data visualisation puissants et efficaces, avec des composants digitaux qui sont rapides à mettre en œuvre pour la présentation et la commercialisation de vos produits, et puis des composants digitaux qui sont faciles à sponsoriser et à distribuer auprès de vos réseaux de distribution, auprès des CGP qui distribuent vos produits. Nos solutions, elles s'adressent aux sociétés de gestion, elles s'adressent aux distributeurs et aux asset serviceurs. Alors toute l'équipe One West Place est avec moi disponible, bien évidemment, pour venir vous présenter, vous faire des démonstrations détaillées de nos outils, nos solutions opérationnelles, mais également pour venir discuter, analyser vos projets de simplification, de digitalisation des relations entre sociétés de gestion et distributeurs. Et puis permettez-moi, avant de passer aux questions, parce que j'ai vu que vous en aviez saisi un certain nombre depuis le début de cette présentation, je souhaitais remercier chaleureusement l'intégralité des intervenants aujourd'hui qui ont pu apporter leur témoignage, répondre à nos questions lors de la table ronde. Merci à vous. Et puis également à toute l'équipe One West Place qui s'est mobilisée pour réaliser cet événement. Merci à tous.